C'est une soirée d'hiver glacial à Montréal, le 7 février 2021. Les rues sont désertes, figées par un couvre-feu sanitaire qui impose un silence de plomb sur la métropole. Dans l'ombre de l'arrondissement de Saint-Léonard, une adolescente de 15 ans, Meriem Boundaoui, discute avec un ami dans une voiture stationnée. Elle ignore que dans quelques secondes, ce calme sera brisé par une violence absurde. Une Mercedes blanche s'approche, des vitres s'abaissent et des coups de feu déchirent la nuit. Meriem s'effondre, victime collatérale d'un conflit qui ne la concernait pas, une simple dispute de stationnement. Ce soir, nous plongeons dans une affaire qui a changé le Québec, où l'innocence a croisé la banalité du mal. Bienvenue sur Traces perdues. Si vous appréciez nos récits documentaires, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour soutenir notre travail d'enquête. Pour comprendre l'ampleur du séisme que la mort de Meriem a provoqué, il faut se replacer dans l'atmosphère étouffante de ce début d'année 2021. Le Québec traverse alors l'une des périodes les plus étranges de son histoire moderne. La pandémie de Covid-19 a transformé Montréal en une ville fantôme. À 20 heures précises, chaque soir, le temps s'arrête. Le silence qui s'installe est lourd, seulement interrompu par les sirènes occasionnelles des patrouilles de police veillant au respect des consignes sanitaires. Mais sous cette surface de calme imposée, une tension souterraine bouillonne. Paradoxalement, alors que la vie sociale est à l'arrêt, la violence armée, elle, ne connaît pas de confinement. Les armes à feu illégales circulent avec une facilité déconcertante, et le milieu criminel montréalais est en pleine mutation. Les codes d'honneur d'autrefois s'effacent au profit d'une impulsivité meurtrière, où le moindre affront peut se régler par le sang. La rue Jean-Talon-Est, d'ordinaire si animée avec ses commerces italiens et maghrébins, est ce soir-là le théâtre d'une attente invisible, une attente qui va se transformer en tragédie nationale. Meriem Boundaoui n'était pas une enfant de ce climat de violence. Son histoire est celle de milliers de familles qui choisissent le Québec pour la promesse d'une paix durable. Originaire d'Algérie, elle portait en elle tout l'enthousiasme de la jeunesse immigrante. Ses proches raconteront plus tard avec une émotion déchirante qu'elle avait littéralement pleuré pour convaincre ses parents de la laisser venir s'installer au Canada. Pour elle, Montréal et sa rive sud n'étaient pas seulement des lieux de résidence, c'étaient des sanctuaires. Établie à la prairie et fréquentant l'école secondaire Pierre Bédard à Saint-Rémy, Meriem était une adolescente appréciée, studieuse, dont les seules préoccupations étaient ses études et ses amis. Elle représentait cette réussite de l'intégration, cette promesse d'un avenir brillant dans un pays sécuritaire. À 15 ans, la vie est une page blanche que l'on commence à peine à écrire. Elle n'avait aucune attache avec le monde interlope, aucune connaissance des tensions qui agitaient les commerçants de Saint-Léonard. Son seul tort, si l'on peut utiliser un mot aussi cruel, fut de se trouver sur le siège passager d'une Volkswagen Jetta grise ce soir-là, derrière une boulangerie, un lieu qui aurait dû être banal mais qui allait devenir une scène de crime historique. L'arrondissement de Saint-Léonard, où le drame se noue, est un secteur complexe, riche de sa diversité mais aussi marqué par des frictions de voisinage qui, dans ce cas précis, ont pris une tournure démoniaque. Ce quartier, historiquement paisible, est parsemé de petites entreprises familiales. Mais derrière les vitrines des épiceries et des salons de coiffure, des rancœurs s'étaient accumulées au fil des mois. Il ne s'agissait pas ici d'une guerre pour le contrôle du trafic de cocaïne ou d'une vendetta entre clans mafieux établis. Non, l'enquête révélera plus tard que tout a commencé par une banale histoire de place de stationnement. Des clients qui se garent là où ils ne devraient pas, des commerçants qui se sentent lésés sur leur propre terrain, des mots qui volent plus haut que d'autres. C'est cette trivialité, cette banalité du mal théorisée par les sociologues, qui rend l'affaire Boundaoui si terrifiante. Comment une société peut-elle en arriver au point où une dispute pour quelques mètres carrés d'asphalte se résout par une exécution sommaire à l'arme de poing? Cette question allait hanter le Québec pendant des années, forçant les autorités à admettre que la violence armée n'était plus le seul fait des criminels de carrière, mais qu'elle s'était infiltrée dans les interactions quotidiennes les plus basiques. Le 7 février 2021, la température frise les moins 15 degrés. Le vent s'engouffre dans les rues désertes de Saint-Léonard. Dans la Jetta stationnée près de la rue Val-d'Ombre, l'air est réchauffé par le chauffage du véhicule et les rires de Meriem.
Elle est là avec un ami de 21 ans, un jeune homme qui, sans qu'elle le sache, est la cible d'une colère noire. Il est associé au salon de coiffure du coin, celui-là même qui est en conflit avec le clan de l'épicerie voisine. Alors que le couvre-feu approche, une Mercedes C300 blanche fait son apparition. Elle ralentit, comme si ses occupants cherchaient quelqu'un. À l'intérieur de cette voiture de location, deux hommes, Salim Touaibi et Ayman Bouadi, portent sur eux une haine disproportionnée. Le véhicule de luxe glisse sur la chaussée, s'arrête à la hauteur de la Jetta. Une brève interaction verbale a lieu, une vérification d'identité fatidique. « Es-tu le gars du barbershop ?» Cette question sera la dernière chose que Meriem entendra de façon intelligible avant que l'enfer ne se déchaîne. Les coups de feu tirés à bout portant ne laissent aucune chance. Dans la violence du moment, les tireurs ne voient pas ou ne veulent pas voir qu'une enfant est assise là. Pour eux, ce ne sont que des silhouettes à abattre pour régler une dette d'honneur mal placée. Lorsque les premiers intervenants arrivent sur les lieux, l'horreur est totale. La Jetta est criblée de balles, les vitres ont explosé sur le bitume gelé. Meriem est transportée d'urgence à l'hôpital, mais le verdict tombe rapidement. Elle ne survivra pas à ses blessures. Elle devient la 5e victime d'homicide de l'année à Montréal, mais elle est surtout celle qui va briser le cœur de la province. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre malgré le confinement. L'image de cette jeune fille souriante, dont la vie a été fauchée pour rien, sature les réseaux sociaux et les bulletins de nouvelles. La douleur de sa famille, et particulièrement de sa sœur Safia, devient la douleur de tout un peuple. Safia décrira un vide immense, une chambre désormais silencieuse, et ce rêve canadien qui s'est évaporé dans la fumée des poudres. Ce meurtre ne sera pas classé parmi les règlements de comptes habituels. Il devient une affaire d'État. Le service de police de la ville de Montréal comprend immédiatement que la pression populaire sera immense. Les enquêteurs de la section des crimes majeurs entrent alors dans une traque qui va durer des mois. Une quête de justice pour Meriem qui devra naviguer à travers le mur du silence d'un quartier sous le choc et la complexité d'une preuve technologique encore à bâtir. Le récit de cette enquête, des premières découvertes balistiques aux filatures électroniques les plus sophistiquées, marque le début d'une nouvelle ère pour la justice québécoise. Le silence qui s'installe après les coups de feu rue Val-d'Ombre n'est pas un silence de paix, mais un silence d'effroi. Pour les enquêteurs de la section des crimes majeurs du service de police de la ville de Montréal, ce 7 février 2021 marque le début d'une course contre la montre dans des conditions inédites. La scène de crime est figée par le froid polaire, et chaque minute qui passe risque de voir les preuves matérielles se dégrader sous la neige qui commence à tomber. Les premières heures sont cruciales, mais elles sont aussi les plus frustrantes. Malgré la présence de 4 autres personnes dans et autour de la Volkswagen Jetta, une chape de plomb semble s'abattre sur le quartier. C'est ce que les policiers appellent le mur du silence ou l'omerta. Dans ce secteur de Saint-Léonard, la peur des représailles est plus forte que le désir de justice immédiate. Les témoins oculaires, bien qu'ayant vu la Mercedes blanche s'enfuir à toute allure, se murent dans des témoignages vagues, craignant que la violence qui a frappé Meriem ne frappe à leur porte s'ils parlent trop. Cette absence de coopération initiale force le SPVM à changer de stratégie. Si les hommes ne parlent pas, ce sont les objets et les ondes qui devront livrer la vérité. L'enquête devient alors un travail de fourmi, une traque technologique où chaque signal cellulaire et chaque pixel de caméra de surveillance seront analysés avec une précision chirurgicale. Le premier grand tournant survient plus d'1 mois après le drame, le 12 mars 2021. Grâce à une analyse exhaustive des images de vidéosurveillance privée et publique, les enquêteurs parviennent à retracer le parcours de la Mercedes C300 blanche. Elle est retrouvée abandonnée, un vestige silencieux de la fureur de février. Pour les techniciens en identité judiciaire, ce véhicule est une mine d'or. Chaque centimètre carré de l'habitacle est passé au peigne fin. On cherche des traces d'ADN, des empreintes digitales, mais aussi des résidus de poudre qui confirmeraient que des tirs ont bien été effectués depuis l'intérieur. Mais la Mercedes cache un secret encore plus précieux, ses données télématiques. Dans les voitures modernes, le système GPS enregistre chaque déplacement, chaque arrêt, chaque accélération.
En extrayant ces données, les policiers parviennent à reconstruire la chronologie exacte de la soirée du meurtre. Ils voient la voiture rôder, s'approcher de la rue Val-d'Ombre, s'immobiliser au moment précis des coups de feu, puis fuir à une vitesse excessive vers le nord de la ville. Le véhicule parle enfin, et il désigne un itinéraire qui va bientôt croiser celui de deux hommes déjà bien connus des services de police. L'analyse ne s'arrête pas à la voiture. Les enquêteurs obtiennent des mandats pour passer au crible les tours de téléphonie cellulaire du secteur. C'est un travail colossal qui consiste à isoler parmi des milliers de signaux ceux qui se déplaçaient en parfaite synchronisation avec la Mercedes blanche. C'est ainsi que les noms de Salim Twaibi et d'Ayman Bouadi apparaissent sur les écrans des analystes. La triangulation cellulaire est sans appel. Leur téléphone personnel bornait exactement aux mêmes endroits et au même moment que le véhicule suspect. Pour la couronne, c'est la preuve physique que ces hommes ne sont pas seulement liés à la voiture, mais qu'ils étaient à l'intérieur au moment où Myriam a été mortellement atteinte. Mais la police a besoin de plus. Pour une accusation de meurtre au premier degré, il faut prouver l'intention, la préméditation, le plan. C'est ici que l'enquête entre dans une phase psychologique intense. On ne se contente plus de suivre des signaux, on décide d'écouter des âmes. Des mandats d'écoute électronique sont installés sur les téléphones des suspects et dans leurs environnements proches. Pendant des mois, les policiers écoutent des heures de conversation banales, attendant le moment où la garde tombera, où un mot, une allusion ou un rire viendra trahir la conscience de leur culpabilité. Au fur et à mesure que les écoutes progressent, le mobile du crime, jusqu'ici flou, commence à prendre une forme d'une absurdité révoltante. Les enquêteurs découvrent que la racine de cette violence n'est pas une guerre de territoire pour la drogue, mais un conflit commercial qui s'est envenimé entre deux clans de la rue Jean Talon. D'un côté, le clan associé à un salon de coiffure, dont le jeune conducteur de la Jetta faisait partie. De l'autre, le clan lié à une épicerie-boulangerie voisine. Le point de friction? Des places de stationnement. Les propriétaires de l'épicerie étaient excédés par les clients du barbier qui utilisaient leurs espaces privés. Ce qui aurait dû se régler par une discussion ou une médiation civile s'est transformé en une affaire d'honneur. Salim Twaibi et Ayman Bouadi sont identifiés comme étant les bras armés du clan de l'épicerie. Ils n'étaient pas là pour discuter. Ils étaient là pour régler le problème de manière définitive. La preuve révèle qu'une réunion de paix avait même été organisée le jour même. Une tentative de conciliation qui n'était en réalité qu'un prélude à l'embuscade. L'ironie tragique de l'histoire est que Myriam, totalement étrangère à cette querelle de voisinage, se trouvait dans la voiture simplement parce qu'elle appréciait la compagnie de son ami. Elle est devenue la cible d'une haine qu'elle ne pouvait même pas concevoir. L'enquête culmine en juin 2022, 16 mois après le meurtre. Le SPVM dispose désormais d'un dossier solide. L'ADN dans la voiture, la géolocalisation parfaite des suspects et surtout des enregistrements audio où les accusés discutent de l'événement avec une désinvolture qui glace le sang. Salim Twaibi est arrêté alors qu'il est déjà derrière les barreaux pour d'autres dossiers de violence, confirmant son profil de délinquant endurci. Ayman Bouadi est appréhendé peu après. Les deux hommes sont formellement accusés de meurtre au premier degré. Pour la famille Boundaoui, c'est un premier soulagement, mais le chemin vers la justice est encore long. Le système judiciaire québécois, engorgé et complexe, va mettre près de 4 ans à amener ces hommes devant un jury. Durant cette attente, la défense multiplie les requêtes pour tenter d'invalider les écoutes électroniques ou de contester la validité des mandats, espérant que les délais dépassent les plafonds imposés par l'arrêt Jordan. Mais la solidité de la preuve amassée par les crimes majeurs est telle que les juges rejettent les demandes de remise en liberté. Les accusés resteront en cellule jusqu'à l'ouverture du procès, un procès qui promet de révéler au public montréalais toute la noirceur de cette soirée de février et l'incroyable futilité des motifs qui ont conduit à la mort d'une innocente. Ce chapitre de l'enquête montre que la résolution d'un crime ne tient parfois qu'à un fil technologique, à une trace numérique laissée par une voiture de location ou à un signal capté par une antenne relais. Mais au-delà de la technique, c'est la persévérance des enquêteurs, qui ont refusé de laisser le dossier s'empoussiérer malgré le silence initial du quartier, qui a permis de faire éclater la vérité.
Ils ont dû reconstruire la vie de Meryem, non pas comme une statistique, mais comme une victime dont le sang exigeait une réponse claire de la part de la société. Le passage de l'ombre à la lumière, de l'anonymat des suspects à leur identification formelle, n'est que la moitié du chemin. Le véritable défi commence maintenant dans l'arène judiciaire où chaque mot sera pesé, chaque preuve contestée, et où la douleur d'une famille devra affronter la froideur des procédures criminelles. La suite de ce récit nous emmènera au cœur même du palais de justice de Montréal, là où les voix des suspects, captées dans le secret de l'enquête, résonneront enfin devant 12 citoyens chargés de rendre un verdict historique. Le mois de janvier 2026 s'ouvre sur un Montréal glacial, enveloppé dans un manteau de neige qui semble vouloir étouffer le tumulte de la ville. Mais au palais de justice, l'atmosphère est électrique, lourde d'une attente qui dure depuis près de 5 ans. Dans la salle d'audience bondée, le silence est presque total lorsque le juge Yvan Poulain de la Cour supérieure prend place. C'est ici, entre ces murs de pierre et de bois, que le dernier acte judiciaire de l'affaire Meryem Boundaoui va se jouer. Dans le box des accusés, Salim Touaibi et Ayman Bouadi apparaissent, désormais âgés de 29 et 30 ans. Ils ne sont plus les jeunes hommes fougueux de 2021, mais des hommes marqués par des années de détention préventive. Face à eux, sur les bancs réservés au public, la famille de Meryem est présente, digne et silencieuse. Sa sœur Safia, devenue le visage de ce combat pour la justice, fixe les accusés avec une intensité qui semble traverser toute la salle. Pour les parents, chaque minute passée dans cette salle est une épreuve, une plongée forcée dans les souvenirs d'une soirée qui a brisé leur existence. Le procès devant jury qui commence n'est pas seulement une procédure légale, c'est le moment où la société québécoise demande des comptes pour l'innocence volée d'une enfant. La procureure de la Couronne, me Catherine Brabant, s'avance pour sa déclaration d'ouverture. Sa voix est calme, posée, mais ses mots sont d'une précision chirurgicale. Elle s'adresse aux 12 jurés, des citoyens ordinaires chargés d'une responsabilité extraordinaire. Elle ne commence pas par les lois ou les articles du code criminel, mais par l'image de Meryem. Elle décrit cette adolescente qui, un mois avant son 16e anniversaire, n'avait d'autre ambition que de vivre sa vie. Elle martèle un fait qui restera le fil conducteur de tout le procès. Meryem est morte pour un conflit qui lui était totalement étranger. La Couronne expose alors sa théorie de la cause. Ce n'est pas un crime passionnel, ni un accident malheureux. C'est une exécution planifiée née d'une dispute dérisoire. Me Brabant explique comment une friction commerciale entre deux familles de la rue Jean Talon, portant sur l'usage de quelques places de stationnement derrière une boulangerie, a pu s'envenimer jusqu'à l'irréparable. Le jury apprend que les accusés n'étaient pas des passants occasionnels, mais des hommes proches du clan de l'épicerie, venus pour agir comme le bras armé d'une vengeance mesquine. L'intention était claire, éliminer le conducteur de la Jetta grise pour envoyer un message définitif. Le fait que Meryem ait reçu la balle fatale ne change rien à la criminalité de l'acte. La loi appelle cela l'intention transférée. Tuer la mauvaise personne ne diminue en rien la volonté de tuer. Le défilé des témoins commence et avec lui, la reconstitution minutieuse de la soirée du 7 février 2021. Le moment le plus tendu survient lorsque le conducteur de la Volkswagen Jetta, la cible réelle de l'attaque, vient à la barre. Son témoignage est empreint d'une culpabilité de survivant qui transparaît dans chacun de ses mots. Il raconte cette fraction de seconde où la Mercedes blanche s'est immobilisée à sa hauteur. Il se souvient de la question posée par l'occupant du véhicule de location. « Es-tu le gars du barbershop ?» C'est cette courte phrase qui signe la préméditation. Ce n'était pas un tir au hasard, c'était une identification. Il décrit ensuite l'éclair des coups de feu, l'odeur de la poudre dans l'habitacle étroit et le corps de Meryem qui s'affaisse à ses côtés. Le jury écoute, pétrifié, le récit de ce jeune homme qui a vu la mort de près et qui doit maintenant vivre avec le souvenir d'une amie morte à sa place. Un autre témoin, un piéton qui marchait sur le trottoir ce soir-là, raconte comment il a dû se jeter au sol pour éviter les projectiles perdus. Ces témoignages humains posent les fondations du drame, mais ce sont les preuves techniques qui vont venir verrouiller l'étau autour des accusés. L'arsenal technologique déployé par la Couronne est impressionnant. Des experts en balistique viennent expliquer la trajectoire des projectiles.
Il démontre, schéma à l'appui, que les tirs n'étaient pas des tirs de sommation, mais des tirs dirigés vers les zones vitales des occupants de la voiture. Puis vient le tour des analystes en télécommunication. Sur les écrans de la salle d'audience, des cartes détaillées de Saint-Léonard s'affichent. On y voit des points rouges et bleus se déplacer de manière synchrone. Ce sont les signaux des téléphones cellulaires de Touaibi et Boadi, se déplaçant au rythme exact de la Mercedes blanche. La défense tente de semer le doute, suggérant que les téléphones auraient pu être prêtés ou que la précision du bornage n'est pas absolue, mais la corrélation est trop parfaite pour être une simple coïncidence. Chaque arrêt de la voiture correspond à une activité cellulaire, plaçant physiquement les deux hommes sur la scène de crime à la minute près. C'est une traque numérique implacable qui ne laisse que peu de place à l'interprétation. Mais le point culminant du procès, le moment où l'émotion rejoint la preuve brute, est la diffusion des interceptions électroniques. La salle d'audience plonge dans une obscurité partielle alors que les enregistrements captés à l'insu des suspects sont diffusés. On entend les voix de Salim Touaibi et d'Ayman Boadi. Ils ne parlent pas comme des hommes conscients de l'horreur qu'ils ont causée, mais comme des individus préoccupés par leur propre survie et la suite de leurs affaires. Dans certaines conversations, des allusions claires sont faites à la soirée du 7 février. Ils discutent de la police, de la voiture qu'il a fallu abandonner et de la nécessité de rester discret. Pour le jury, entendre la voix des accusés discuter froidement de l'après-crime est un choc. Cette conscience de culpabilité, comme l'appelle le langage juridique, est une pièce maîtresse pour la poursuite. Elle démolit l'image de citoyens innocents, injustement ciblés par une enquête policière. Les paroles des accusés, figées dans le temps par les micros de la police, deviennent leurs propres accusateurs. Tout au long de ces 10 semaines de procès, la défense de Touaibi et Boadi tente de fragiliser l'édifice de la couronne. Les avocats plaident l'absence de preuves oculaires directes, identifiant clairement qui tenait l'arme. Ils soulignent le manque d'aveux formels et remettent en question la fiabilité de certains témoins de la scène, dont les souvenirs ont pu être altérés par le traumatisme et les années passées. La stratégie est claire, créer un doute raisonnable dans l'esprit des jurés. Ils insistent sur le fait que la présence des suspects dans le secteur n'est pas une preuve de leur participation au meurtre. Mais face à cette ligne de défense, la couronne oppose un faisceau de preuves convergentes. Ce n'est pas un seul élément qui accuse, mais l'accumulation. Le mobile de la dispute de stationnement, le véhicule de location, le bornage cellulaire, les interceptions audio et le témoignage du survivant. Pour le juge Poulain, la gestion de ce procès est un défi constant, veillant à ce que l'émotion légitime de la famille ne vienne pas biaiser l'équité du procès tout en permettant à la vérité d'émerger. Alors que le procès tire à sa fin, les plaidoiries finales résonnent comme un écho du drame initial. Me Brabant rappelle une dernière fois au jury que derrière les graphiques, les cartes cellulaires et les expertises balistiques, il y a une jeune fille qui ne rentrera jamais chez elle. Elle demande justice non pas par vengeance, mais pour affirmer que dans une société de droit, on ne peut pas ôter la vie pour une place de stationnement. La défense, de son côté, appelle à la prudence, demandant aux jurés de ne pas condamner 2 hommes sur des probabilités, aussi fortes soient-elles. Le jury se retire ensuite pour délibérer, emportant avec lui des milliers de pages de preuves et le poids d'une décision qui marquera l'histoire judiciaire du Québec. Pour la famille Boundaoui, l'attente dans les couloirs du palais de justice est interminable. C'est le dernier chapitre d'un long calvaire, le moment où le nom de Myriam sera enfin associé à un verdict. L'issue de ce procès ne rendra pas la vie à l'adolescente, mais elle scellera la réponse de la justice face à une violence devenue insupportable pour toute une communauté. Lorsque le verdict tombe enfin dans la salle solennelle du Palais de justice de Montréal, ce n'est pas seulement le dénouement d'un procès, c'est l'épilogue d'une tragédie qui a redéfini le sentiment de sécurité de toute une métropole. Le nom de Myriam Boundaoui, autrefois synonyme de l'espoir d'une jeune immigrante, est désormais gravé dans la mémoire collective du Québec comme le symbole d'une rupture. La justice a parlé, mais pour ceux qui restent, les questions demeurent aussi glaciales que ce vent de février qui soufflait rue Val-d'Ombre. Ce procès de 2026 aura permis de mettre en lumière l'incroyable fragilité de la paix sociale face à une violence armée qui ne s'embarrasse plus de code ni de hiérarchie.
En condamnant Salim Touaibi et Ayman Bouadi, le système judiciaire a envoyé un message clair. L'insignifiance d'un motif, comme une simple place de stationnement, ne saurait excuser la perte d'une vie humaine. Pourtant, au-delà des peines de prison, l'ombre de Myriam continue de planer sur les rues de Saint-Léonard, rappelant à chaque instant que le prix de la violence est toujours payé par les plus innocents. Le vide laissé par Myriam ne se limite pas à sa chambre restée intacte sur la rive sud ou aux larmes de sa sœur Safia. Sa mort a agi comme un électrochoc, déclenchant une mobilisation citoyenne sans précédent. Le mouvement des mamans contre la violence, né dans la douleur et l'indignation, a transformé le deuil en une force politique incontournable. Ces maires de Montréal-Nord, de Saint-Michel et de Saint-Léonard ont refusé que Myriam ne soit qu'un chiffre dans un rapport annuel du SPVM. Elles ont marché, elles ont pétitionné et elles ont forcé les élus du municipal au fédéral à sortir de leur torpeur. C'est sous cette pression constante que l'opération Centaure a vu le jour, injectant des millions de dollars pour briser les réseaux de trafic d'armes et renforcer la présence policière. Le nom de Myriam a résonné jusqu'au vote du Parlement à Ottawa, devenant l'argument ultime pour des lois plus strictes sur le contrôle des armes de poing. On ne pourra plus jamais parler de sécurité urbaine au Canada sans évoquer cette adolescente de 15 ans, dont le seul crime fut d'être assise au mauvais endroit, au mauvais moment. Mais malgré les réformes et les verdicts, une question lancinante persiste. Comment notre société a-t-elle pu laisser la banalité du mal s'enraciner à ce point? Le meurtre de Myriam a révélé une transformation inquiétante du paysage criminel montréalais. Nous sommes passés de l'ère des organisations structurées, où la violence était un outil stratégique utilisé avec une certaine retenue, à une ère d'impulsivité dévastatrice. Le recours à l'arme à feu pour régler un conflit de stationnement témoigne d'une perte totale de la valeur de la vie humaine dans certains segments de la population. C'est ce constat qui est le plus difficile à accepter pour les citoyens. L'imprévisibilité. Le drame de Myriam nous enseigne que la violence n'est plus confinée aux ruelles sombres ou aux milieux interlopes. Elle peut désormais éclater en plein jour, derrière une boulangerie, impliquant des individus qui, pour une offense dérisoire, choisissent de devenir des bourreaux. La résilience de la famille Boundaoui reste le seul phare dans cette obscurité. Safia Boundaoui, par sa dignité tout au long de ses 5 années de procédure, a montré que la mémoire peut être une arme plus puissante que la haine. En gardant vivant le souvenir de Myriam, en parlant d'elle non pas comme d'une victime, mais comme d'une jeune fille pleine de vie qui aimait sa nouvelle patrie, elle a empêché les assassins de remporter leur ultime victoire, l'oubli. Chaque année, le 7 février, les bougies s'allument à Saint-Léonard non seulement pour pleurer Myriam, mais pour affirmer que la communauté refuse de céder à la peur. La transformation du paysage criminel montréalais est une réalité, mais la réponse de la société, à travers l'engagement citoyen et la fermeté judiciaire, montre que l'innocence brisée de Myriam n'aura pas été vaine. Elle a forcé le Québec à se regarder en face et à engager un combat nécessaire pour la préservation de sa paix sociale. L'affaire Myriam Boundaoui se referme sur une note de justice rétributive, mais le suspense résiduel demeure. Sommes-nous vraiment à l'abri d'un tel déchaînement de violence pour des motifs aussi futiles dans le futur? Les armes continuent de circuler, et les tensions sociales exacerbées par les crises successives restent un terreau fertile pour l'agressivité. Le procès de 2026 est une étape franchie, un jalon dans l'histoire judiciaire du pays, mais le véritable verdict sera rendu par le temps, à travers notre capacité collective à protéger les rêves des jeunes qui, comme Myriam, choisissent le Canada pour sa promesse de sécurité. Son histoire est un rappel brutal que la paix n'est jamais un acquis, mais un effort constant de vigilance, d'éducation et de justice. Myriam Boundaoui ne fêtera jamais ses 16 ans, mais son héritage, lui, est désormais immortel. Que pensez-vous de cette escalade de violence pour un motif aussi dérisoire qu'une place de stationnement? Estimez-vous que le système judiciaire a su répondre adéquatement à la douleur de la famille Boundaoui après toutes ces années? Votre avis nous intéresse énormément, alors n'hésitez pas à partager vos réflexions dans l'espace commentaire. C'est grâce à vos échanges que nous continuons de faire vivre ces récits essentiels. Merci d'avoir suivi ce dossier sur Traces perdues. Nous nous retrouverons très bientôt pour une nouvelle plongée au cœur des affaires qui ont marqué notre histoire.